pour quand ça les arrange. Voilà, quand ça les arrange. Voilà. Ouais, quand ça les arrange. Et ils refusent. Quand ça ne les arrange pas, exactement, c'est ce que je voulais dire. Voilà. Et voilà. Et ils acceptent les financements quand ça les. Ils refusent les financements quand ça les arrange pas, et surtout parce qu'ils ne veulent pas rendre compte sur ces financements-là. Donc c'est très subtil le jeu auquel c'est ce que Doucet a fait à l'ONU. Ils sont fatigués. Par exemple, les Allemands, par exemple, les Allemands depuis le temps de Merkel. Où elle a ouvert la chancellerie à Faure Gnassingbé, elle a reçu plusieurs fois Faure Gnassingbé. Les Allemands se sont dit à un moment donné que dans la crise politique togolaise, vous savez que c'est l'Allemagne qui était la branche la plus dure pour couper la coopération dans les années 93. Et donc, l'Allemagne s'est dit à un moment donné que la situation politique togolaise n'a pas tellement évolué et qu'elle a énormément perdu sur le plan de ses intérêts. Et surtout que le Togo est un pays historiquement stratégique pour l'Allemagne. Donc, l'Allemagne est revenue à partir des années 2010, en fermant les yeux sur tout ce qui est bonne gouvernance, démocratie et tout. Et elle continue aujourd'hui. Et c'est elle qui a mis beaucoup de pression en disant, diluez un peu le pouvoir, faites la décentralisation, nous allons vous accompagner. Et le régime a conçu la loi de la décentralisation à sa manière. Et l'Allemagne a cru que, bon, le régime allait lâcher du lest, mais à la fin, les Allemands se sont contentés de ce que le régime a voulu lâcher, c'est-à-dire une décentralisation totalement au rabais, dans laquelle les mairies n'ont pas de moyens, ils n'ont pas de marge de manœuvre, ils sont totalement sous le contrôle du ministère de l'administration territoriale. Donc, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, tout financement vient par le haut, c'est-à-dire par le ministère de l'administration territoriale, et c'est contrôlé. Ce qui fait que les mairies aujourd'hui n'ont pas de marge de manœuvre pour faire un développement endogène. Mais malgré tout, les Allemands disent que bon, nous allons continuer par pousser un peu pour voir si ça peut aboutir à quelque chose. Mais à la fin, ça n'aboutit à rien. Et ça rejoint ce qui s'est passé au Cameroun. Vous savez, à un moment donné au Cameroun, où je suis allé travailler plusieurs fois sur des projets, les Occidentaux se sont dit, bon, comme le pouvoir de Paul Biya ne veut pas d'ouverture, on va obtenir l'ouverture à partir des mairies. On va financer la décentralisation et Paul Biya fait semblant de jouer le jeu au Cameroun. Il a un peu ouvert le pays. Ils ont fait des élections. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Après avoir fait les élections, ils ont rechangé la loi de la décentralisation. Ils ont destitué beaucoup de maires qui étaient de l'opposition et ils ont repris le contrôle des villes. C'est ça. Et je me demande si le Togo ne s'est pas inspiré de ça, de ce qui s'est passé au Cameroun pour faire aussi sa propre décentralisation. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? C'est l'Allemagne qui construit les mairies. Dans les localités où il n'y a pas, les mairies n'ont pas de ressources, c'est l'Allemagne qui forme les élus locaux, c'est l'Allemagne qui fournit les ordinateurs, c'est l'Allemagne qui mène un peu d'argent pour les états civils. Mais un pays indépendant ne peut pas dépendre véritablement de l'extérieur comme ça. C'est pas possible. Exactement. C'est vraiment une décentralisation rabais. Et je rajoute que, comme tu l'as dit, aujourd'hui, les mairies n'ont pas d'autonomie financière, c'est-à-dire que les mairies n'ont pas la possibilité d'aller chercher des financements en dehors de seuls financements qu'ils perçoivent de l'État. Ouais. C'est-à-dire que voilà, ils peuvent pas en tant que personne morale, parce que voilà, la décentralisation, c'est de consacrer le fait que les mairies, les collectivités locales sont devenues des personnes morales de droit public. Donc elles peuvent rester en justice, conclure des contrats, etc., etc. Voilà. Et malheureusement, au Togo, cette capacité est limitée pour les mairies. Et ils ne peuvent même pas aller faire des prêts, par exemple, dans d'autres banques, en dehors des financements qu'ils reçoivent du gouvernement. Ils n'ont aucune autre source de financement. Et c'est grave. Même la question du jumelage est contrôlée par l'administration territoriale. C'est très contrôlé. Ouais, tout est contrôlé. C'est très contrôlé. Ouais. Merci, Grand Frère. On va passer la parole à certains qui ont envie de te poser des questions. Je vais passer la parole à la dame de cœur, s'il vous plaît. Notre dame, s'il vous plaît. Très cher monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur Ferdinand Ité. Toujours ravi de vous avoir sur les panels. Il y a une question très essentielle, comme je l'ai précisé dans les commentaires.
on n'est pas sans savoir qu'il y a eu, on va balayer devant notre porte, hein, comme on a l'habitude de le dire. Il y a eu une semaine, si ce n'est plus, une explosion, enfin un incendie à Lomé, plus précisément à Nopato, où à la suite de cet incendie, il y a eu une explosion et l'apparition de l'acide. Alors pour le moment, on ne sait pas c'est quel genre d'acide. Il y a eu des suppositions plutôt que de l'acide nitrique ou peu importe. Et en réponse, le gouvernement, le régime, a fait dépêcher, je ne sais pas si c'est eux ou la mairie, en tout cas on a fait dépêcher des camions de sable hein, qu'on a déversés là, sachant que c'est dans des ruelles et qu'il y a des habitations tout autour. On connaît comment nous les enfants vivent au Togo, on joue dans le sable, on mange le sable même, tout ça. Et malgré qu'on a cet incendie-là, cette explosion, l'acide qui est là, dont il y a des émanations et la population inhale ça, et ça s'est produit dans un endroit où c'est encore le poumon de Lomé, où il y a des affaires qui se font là-bas. On a ce gouvernement qui va régler des conflits qui le dépassent. Des conflits qui ont commencé depuis 1961, depuis la mort de Lumumba, où Mobutu a pris la place. Ensuite, il y avait les Kabila et autres. Hein? On a le Rwanda où il y a les génocides. C'est des gens où leurs conflits sont très enracinés et qu'ils s'en sortent pas. Et nous, on a l'incendie, on a les terroristes. Et à la suite de cet incendie-là, on a un enfant, un jeune qui s'appelle Donné ou je sais pas quoi, on injecte 250 millions de francs CFA pour que la population soutienne cet enfant-là, alors qu'à côté, on n'a pas pu dépêcher des personnes compétentes pour venir isoler les lieux, faire partir les habitants, les mettre quelque part. On parlait sur nos panels du train de la liberté de Togo 2000, parce qu'on n'a pas de gymnase, parce que dans un pays normal, quand un truc comme ça arrive, on met les gens dans des gymnases, on sécurise les lieux, on désintoxique les lieux, on fait tout ce qu'il faut avant que la population ne revienne. Et là, on a quand même quelque chose d'énorme qui est là. Personne ne bouge, y compris la population, c'est-à-dire que les gens se plaignent, disent que ça ne va pas. Vous pouvez, s'il vous plaît, mettre l'accent sur cet incendie-là, sur cet acide-là, faites comprendre à la population que ceux qui sont en train d'inhaler va causer pas mal de problèmes, de maladies. Les générations à venir, les enfants ne peuvent même plus procréer ou avoir des maladies de siamois ou tout ce qu'on veut. Mettre l'accent dessus pour faire comprendre à la population que là où ils sont, ce qui se passe n'est pas normal, qu'il va falloir qu'ils s'insurgent, qu'ils se lèvent et manifester quelque chose. Voilà ce que j'aimerais vous poser comme question et que vous puissiez parler, puisque ici, on a quand même pas mal de monde, le faire comprendre quelque chose. Merci bien. Merci, madame. Je pensais même en parler demain, mais je pense que vous avez entièrement raison. Nous avons au Togo un ministère qui s'appelle le ministère de la Sécurité et de la Protection civile. La protection civile. Qu'est-ce qu'on met dans la protection civile? Nous avons un pays qui a une ouverture portuaire. Et nous avons un grand marché qui est là. Et quand vous voyez bien les images, nous sommes à Guiakome, nous sommes au cœur de Lomé. Regardez le quartier d'abord, en termes d'observation. Regardez comment le quartier est sale. Nous sommes au cœur de Lomé, dans la lisière du grand marché, sinon le grand marché même. Parce que toute cette zone, à Guiakome et tout ça, c'est le grand marché par extension. Regardez comment c'est sale. Combien de fois, par exemple, moi, j'ai pas parlé du grand marché. Comment est-ce qu'il faut goudronner les rues? Il faut aménager le grand marché, faire de l'assainissement. Regardez le grand marché. Regardez comment les câbles électriques sont tirés. On dirait, je sais pas, ce n'est même pas un village, un taudis. Regardez. Ça, c'est la première observation. La deuxième observation. Quand j'étais encore à Lomé, j'ai remarqué un phénomène qui devrait normalement attirer l'attention des autorités. Vous voyez les vieux quartiers de Lomé là, à Guiakome et tout ça, par extension un peu Lomnava, Djoulassame, Hankope, vous allez jusqu'à Blogame. Il y a quelques étrangers qui sont dans notre pays, des Indiens, des Libanais, des Pakistanais, des Chinois, qui achètent des anciennes maisons qui sont abandonnés par les enfants ou les enfants sont en conflit, sont en litige. Donc, ils vendent ces maisons aux étrangers qui construisent des entrepôts au cœur de la ville, c'est-à-dire entre les habitations. Et ces entrepôts-là, personne ne sait ce qu'on stocke dedans, ce qui est déjà très grave. Je suis certain que si ce sont des armes, le gouvernement devait déjà savoir.
Si vous avez mis 2 ou 3 pistolets dans ces entrepôts-là, on viendra vous arrêter en disant que vous êtes un terroriste. Mais si c'est des marchandises, on fait semblant de ne pas le savoir. La douane ferme les yeux. Qu'est-ce qu'on entrepose dedans? Est-ce que c'est des produits chimiques? Est-ce que c'est des produits dangereux qui sont parmi les habitations? Et le risque qu'on court demain, c'est qu'il y a des explosions comme ça qui vont créer des drames incroyables. Vous arrivez à Hanoukope, derrière, pas loin de l'église des franciscains, j'ai vu des gens qui ont acheté des maisons, qui ont conçu des entrepôts. Vous arrivez à Décon, il y en a qui ont acheté des maisons, qui ont mis des entrepôts. Vous arrivez à Blogame, et toute la zone d'Ablogame là, il y a des entrepôts partout. Alors, un gouvernement sérieux fait quoi? Quand vous avez une zone portuaire, vous délimitez la zone portuaire et vous mettez tout ce qui est industriel, entrepôt, tout ça dans la zone portuaire. Et la zone portuaire doit être délimitée de la zone d'habitation. Et vous savez, Sylvanus Olympio, lorsqu'il a fait construire le port de Lomé par les Allemands, à l'origine, le port devait s'étendre au-delà même de la lagune. Toute la zone de Baguida, Kagome et tout ça devait être la zone portuaire. Et quand Sylvanus a été assassiné, ils n'ont pas pu délimiter rapidement l'espace portuaire. De telle manière que les collectivités ou les populations qui étaient dans les villages ont repris les terres. Aujourd'hui, personne ne connaît de façon précise les limites de la zone portuaire. Personne ne connaît de façon précise les limites de la zone portuaire. Parce que tous les entrepôts, tous les zones de stock, tout ce qui doit être du stockage doit être mis dans la zone portuaire. Ça ne doit pas s'approcher des habitations. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que dans toute la ville de Lomé, il y a des entrepôts. Il y a des entrepôts et personne ne sait ce qu'on met dans ces entrepôts-là. Donc, le risque demain, des drames comme ça arrivent, est très grand. Maintenant, il semble que c'est un entrepôt d'un Libanais qui stockait de l'acide et des produits chimiques. Et donc, quand il y a eu l'explosion, les gens se sont répandus dans le quartier. Et il y a les enfants de ces quartiers-là, il y a les populations dans les quartiers, il y a les femmes enceintes dans les quartiers, et les gens sont exposés à ces produits qui sont dangereux. Et ça, c'est la faillite d'une gouvernance. Et nous avons dit ici, avec Milawe et Ditri, combien le port rapporte par an. Est-ce qu'avec autant de recettes du port autonome de Lomé, on ne peut pas construire une zone industrielle sécurisée où on met des entrepôts, où les gens qui font des importations stockent leurs marchandises? Aujourd'hui, tout le monde stocke comme il veut au Togo, à Lomé. Il suffit d'aller acheter une ancienne maison à Hanoukope, d'aller acheter une ancienne maison à Kagome, ou je ne sais pas où, on crée un entrepôt, on stocke du matériel dedans, on ne sait pas ce qu'on stocke dedans. Et donc, les populations sont très exposées aujourd'hui. Et donc, vous avez entièrement raison, mais la faute est au gouvernement, la faute est aux autorités. C'est pas vous et moi qui avions les prérogatives d'aménager le territoire, d'aménager l'espace public, de construire les ouvrages publics. C'est pas nous. Mais nous sommes là pour observer, et quand ça ne va pas, c'est notre droit de dire on n'est pas d'accord et que le gouvernement doit sécuriser les populations. C'est pour ça que je parle du ministère de la Sécurité, de la Protection civile. Le volet protection civile est important. Donc, normalement, le ministère de la Sécurité devrait faire une enquête pour voir pourquoi les gens construisent les entrepôts en pleine habitation. Vous savez qu'à Lomé, il y a des usines de la zone franche dans les habitations. Incroyable. À Lomé, il y a des usines de la zone franche en pleine habitation. J'en avais vu à Forever. J'en avais vu à Forever où les Chinois avaient créé une usine entre les maisons et ils faisaient, je ne sais pas quoi, ils produisaient, je ne sais pas quoi, les éponges qu'on fait avec les éponges en aluminium là. Ils faisaient Gavi Poussin, voilà, Gavi Poussin, voilà. Ils faisaient ça à Forever. En pleine habitation, c'est-à-dire, on prend de l'eau. Et on a créé une usine et à côté de ces deux lots-là, il y a les habitations. Ils font de la peinture aussi. Ils font de la peinture dans des usines qui sont en pleine habitation. Vous imaginez demain s'il y a une explosion. Et donc, c'est de la responsabilité des gouvernants de renvoyer tous ces gens-là dans la zone portuaire ou dans une zone industrielle qu'on doit créer pour eux. S'il n'y a pas de la place au port autonome de Lomé, il faut créer une zone industrielle qui n'est pas trop loin, où on met tout le monde là-bas et on les contrôle.
Donc voilà ce qui se passe dans notre pays. Et ça ne... Je sais pas si on se réunit en conseil des ministres, de quoi on discute véritablement pour le pays, on ne sait pas. C'est vraiment dommage. Et les gens qui sont ici, qui sont à Lomé, peuvent confirmer qu'il y a des usines de la zone franche en pleine habitation à Lomé. Il y en a. Il y en a. Moi, j'en ai vu à Forever. C'est une usine qui fait de la production métallique. J'en ai vu. Bon, dans les autres quartiers, il y en a certainement. D'accord. Mais j'ajoute, grand frère, que en fait, non seulement ces usines sont en pleine ville, ce n'est pas quand ils vont exploser qu'il va y avoir un danger, parce que la fabrication des éponges métalliques et je ne sais pas moi, de quoi d'autre vous aviez parlé, mais rien que la fabrication de ces produits-là dégage des gaz et des liquides. Effectivement. Tout ce qui est déchets industriels, il les déverse dans les égouts, il les déverse dehors, ou bien il les brûle dans la nature. Comment ça se passe? Et que même ça, il n'y a pas, je ne sais pas, il n'y a pas eu un organisme pour lutter contre ça. C'est quand même incroyable, quoi, qu'on puisse permettre. Et d'ailleurs, je veux te confirmer que le rapport OCDE qui nous a été présenté il y a une semaine, mais que nous ici nous avons déjà décortiqué il y a plusieurs semaines, ce rapport OCDE pointe justement du doigt que la zone franche togolaise n'est pas uniforme, il n'est pas, rassemblé en un endroit, qu'il y a des exceptions, il y a trop d'exceptions dans la zone franche. Éparpillé partout. Et que ça, c'est un problème qu'il faudrait régler, parce qu'on se retrouve, comme tu l'as dit, avec des industries, de véritables usines de fabrication chimique, avec des produits chimiques, etc., en plein milieu des habitations. Et ça produit des catastrophes écologiques, comme on a vu la dernière fois. Mais avant même ces catastrophes, il faut savoir que ces usines produisent des déchets. Donc ces déchets, ils les déversent où? Ils les déversent où, ces déchets industriels? Donc c'est grave ce qui se passe, quoi. Oui, cela relance la problématique du traitement des déchets industriels. Il n'y a pas que seulement les déchets industriels, il y a aussi les déchets médicaux. Comment est-ce que le Togo traite ces déchets médicaux, les déchets industriels? Est-ce qu'on va juste construire un trou quelque part et on va mettre les choses dedans, et puis après, quand le trou est rempli, on ferme? C'est pas comme ça qu'on traite les déchets industriels. Bien sûr que non. Et les déchets médicaux. Vous savez que les déchets médicaux sont très dangereux. Et donc, comment on traite tout ça aujourd'hui? Personne ne sait absolument rien. Et vous avez les usines de mèches Amina qui étaient dans les quartiers où la nuit, les machines font du bruit, les gens ne dorment pas. Il y a cette pollution sonore, il y a cette pollution industrielle, il y a tout dans les quartiers aujourd'hui. Et donc, si vous voulez, on est dans une capitale où tout est anarchique en termes d'organisation et de cadre de vie. Quelqu'un le dit par exemple tout à l'heure dans les commentaires en disant Déticopé, où on est allé construire la plateforme industrielle de Déticopé, mais il y a des entrepôts qui se font parmi les habitations partout. Chacun essaie de flairer la bonne affaire, les gens vendent les terrains, quelqu'un vient ici, on dit oui, c'est une industrie métallique, on est en train de fabriquer les tuyaux qu'on utilise pour les chantiers, les tuyaux électriques, les tuyaux de plomberie. Tout ça, ça pullule aujourd'hui dans les quartiers à Déticopé, au cœur des habitations. Et comment on traite les déchets? Comment on traite les déchets? Comment on fait tout ça? Donc, demain, le risque qu'il y a des incendies, le risque qu'il y a des drames est assez grand. Normalement, c'est au ministère de la Sécurité et au ministère de l'Industrie de définir un canevas de la manière dont les industries doivent s'installer dans le pays, de définir une zone industrielle, de dire ça c'est une zone industrielle, par exemple, là où il y a encore des terres, on va vers Mwepé, on va vers Badja, on va vers Convier, on définit une zone industrielle, on dit toutes les industries doivent s'installer ici et doivent être isolées des habitations. C'est comme ça que ça se fait dans des pays organisés, un pays normal. On ne met pas les industries, quelle que soit la taille des industries, au cœur des habitations. On ne met pas des entrepôts au cœur des habitations.
Grand frère Ferdinand, vous savez, c'est pas si je sais très bien que c'est pas la population à elle-même d'aller trouver des solutions. Pourquoi je mets l'accent dessus, c'est pour leur faire savoir que parce qu'ils ont mis, on a fait venir, je sais pas c'est qui, on a fait venir des camions de sable pour mettre sur l'acide qui est là-bas. C'est pour les alarmer un peu plus pour savoir que ce qui se passe là-bas. Et ils sont voilà pour qu'ils puissent à la limite se mobiliser, voilà, à la population de ce n'est pas une solution. Sachant que le sable même de mer est encore plus perméable, c'est même pas une solution. Est-ce que le fait de mettre l'acide sur la voie va faire disparaître le danger? Mais non, c'est une solution aléatoire. C'est une solution aléatoire. Ben, bien sûr, c'est même pas une solution, c'est même pas une solution de la part des professionnels, ça. Oui, normalement, à partir de ce drame-là, le gouvernement ou je sais pas quoi devait faire l'état des lieux de tous les entrepôts qui sont conçus de façon anarchique dans la ville de Lomé, s'assurer des marchandises qui sont mises dans ces entrepôts-là, fermer les entrepôts qui ne répondent pas aux normes et renvoyer les gens dans la zone portuaire. Pour le moment, il y a encore de l'espace dans la zone portuaire où on peut installer les gens. Et s'il n'y en a pas, on va créer une zone quelque part où on délocalise le tout plein. C'est ça la manière dont il faut faire les choses. Mais bon. C'est grave. Et le lieu d'indexer le ministère de l'aménagement du territoire. Je veux dire, c'est à eux de faire en sorte que ces usines-là soient installées dans une zone industrielle. Je pense qu'il y a suffisamment de sociétés aujourd'hui qui travaillent dans l'industrie pour pouvoir créer une zone industrielle loin justement des habitations et de la population. Ce qui réduirait le risque de contamination ou d'exposition en cas d'accident, comme ça a été le cas là, en fin de semaine dernière. C'est assez grave. C'est-à-dire que, en fait, quand bien même qu'on ait des produits qui soient hautement toxiques et interdits, même par essence, sur le territoire, c'en est une chose. Mais les entreposer, les manipuler au sein même de la population, c'est encore une chose. Mais pire encore, c'est-à-dire que maintenant, quand il y a un accident, on n'a même pas un plan de repli pour dégager une zone de sécurité, mettre à l'abri les habitats. On laisse tout comme ça, on vient, on met un camion de sable, circuler, il n'y a rien à voir. On verse du sable, on appelle ça cache-misère. Cache-misère, c'est incroyable. Mais ce qui est encore plus grave... Excuse-moi, grand frère, je vais peut-être laisser Nick Blunt, mais pas poser mes questions. Nick Blunt avait une question, comme ça tu pourras rebondir dessus. Après Nick Blunt, tu vas prendre la parole, Karl. Nick Blunt, est-ce que tu peux ouvrir ton micro, s'il te plaît? Monsieur Nick Blunt. Monsieur Nick Blunt, tu es là? Ok, bonjour. Vas-y. Tu avais une question pour Ferdinand, vas-y. Oui, vas-y. J'ai 4 questions, je les pose rapidement et puis j'attends les réponses. Et déjà, je vous dis merci, merci à monsieur Ferdinand, merci à vous aussi qui décortiquez les rapports. Bon, la première question, c'est de demander à notre grand frère qu'est-ce qui fait la force de M. Patrice Talon pour que quand il donne des projets, les gens arrivent à le faire pour le bien commun. Bon, la deuxième question, pourquoi on ne laisse pas la jeunesse ou les gens pour qu'ils soient libres, pas forcément être alliés au pouvoir avant d'entreprendre quelque chose et les réussir sur le terrain. Et par exemple, si tu es opposant ou bien si tu dis la vérité, vraiment tu serais vraiment en danger. La troisième question, comme vous l'avez dit, le don de l'Allemagne par exemple, quel médiateur peut trouver, passer quelqu'un de plus représentatif? Est-ce que ce serait la société civile ou bien les opposants ou bien le peuple doit se former en une entité fiable pour que l'Allemagne aussi tourne son regard vers eux pour pouvoir investir là-bas pour le bien-être du peuple. Bon, maintenant la dernière question, c'est une constatation et puis une dénonciation. Par exemple, dans l'affaire de Tréline, je suis allé voir M. Ferdinand aussi, je lui ai même écrit. Dans son bureau aussi, je l'ai vu, on en a discuté un peu. Mais maintenant, je crois qu'on a fait un procès et on est en train de libérer les responsables qui ont causé ce drame de 27 milliards sur la population. Ils sont indemnisés de peut-être 3 milliards, 10 millions de dommages et tout.
ceux qui ont volé des milliards, 27 milliards à peu près. Merci. J'attends les réponses de mon frère. Il n'y a pas une cinquième question? Bon, pourquoi on libère... Non, c'est 4. C'est 4. Ok. Et si j'oublie une question, il faut me dire. D'abord, Oui. sur le plan de la première question, savoir pourquoi Patrice Talon, c'est ça? Oui, quelle est la force de Patrice Talon? Comment il arrive, lui, à travailler, à construire des choses en si peu de temps, avec quasiment même moins d'argent que ce qu'on dépense nous, quoi. Ouais, c'est ça. Vous savez, il y a des dirigeants qui viennent au pouvoir avec de véritables projets. Et ils veulent, qu'en quittant le pouvoir, leur nom reste dans la postérité. Et quelqu'un comme Patrice Talon, qui d'abord est un homme d'affaires, est de cette catégorie-là. Il s'est dit, j'ai mon pays, je vais faire quelque chose pour mon pays pour que demain on parle de moi. Alors, il est arrivé avec un projet, des ambitions, et il a mis tout un dispositif en place pour réaliser ces projets, les suivre. Les suivre, pas seulement parler, suivre les projets, parce qu'il sait que son pouvoir est limité dans le temps. Il sait que au bout de 10 ans, il va partir. Donc, il dit, je vais faire quelque chose pour marquer les populations. Et donc, de manière assez engagée, il a transformé ce pays-là. En tout cas, il a fait quelque chose d'assez louable qui restera dans la postérité. Et quand il met un projet en place, il le suit personnellement. C'est un président décontracté qui n'est pas là juste parce que, bon, il est là pour le pouvoir. Vous le voyez, il est parmi les populations, il sort, il dit, je veux ça ici, je veux ça ici, je veux ça ici, je veux ça ici. Et il le fait, parce qu'il sait qu'il est là pour le bonheur des Béninois. Et donc, bien que le Bénin, en termes de ressources, n'est pas plus riche que le Togo, ça aussi, il faut le dire. Le Bénin n'est pas plus riche que le Togo en termes de ressources et par rapport aux habitants. Mais il a su mobiliser énormément de moyens et il a fait ce qu'il a pu faire là en 9 ans. Je ne dis pas que il n'y a pas de corruption au Bénin, je ne dis pas que peut-être que lui-même n'a pas trouvé sa part parce que c'est un homme d'affaires, mais le plus important c'est que il a fait des choses qui sont appréciables, qui sont visibles et qui font qu'aujourd'hui son pays est devenu un pays d'attraction. Vous savez, quand vous construisez un hôtel de 5 étoiles, ceux qui connaissaient Cotonou à l'époque, vous connaissez l'hôtel La Marina. Qu'on dise que Patrice Talon a détruit cet hôtel, qu'il a trouvé vieillot, et il en a reconstruit un autre de 5 étoiles. Et à partir de cet hôtel-là, d'autres hôtels se sont construits ensuite. Vous imaginez tout autour d'un hôtel l'économie qu'on développe. Et Mila et Ditria parlait tout à l'heure de l'économie circulaire. Vous imaginez le nombre de personnes qui vont livrer des produits frais à ces hôtels-là? Ne serait-ce que les maraîchers, les gens qui sont dans les fermes, qui produisent du poulet, les gens qui produisent de la viande, les gens qui produisent, je sais pas quoi, on peut citer les secteurs qui vont alimenter des hôtels de 5 étoiles. Et à côté des hôtels de 5 étoiles, ils en ont provoqué d'autres hôtels de 4 étoiles, de 3 étoiles, parce que le pays est devenu un pays de destination touristique. Donc, l'argent va circuler, c'est toute une économie qui va se développer. Et il n'a pas fait ça que seulement à Cotonou. À Ouida, il a profité de la proximité de tous les atouts de Ouida, puisque lui-même il est de là, pour lancer un certain nombre de projets qui ont changé de manière structurelle la ville. Donc c'est quelqu'un qui a de l'ambition pour son pays et il s'est donné les moyens de réaliser cette ambition-là. Après, comme l'homme n'est pas parfait, on peut lui faire des reproches, mais toujours est-il que pour les Béninois aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a énormément changé la physionomie de leur pays. Donc voilà, c'est de l'ambition, c'est de la détermination, c'est de la vision et c'est les moyens qu'on se donne pour atteindre ces objectifs-là. Est-ce que chez nous, on a le même dynamisme, on a la même posture? Non. Chez nous, le plus important, c'est que papa nous a dit de ne jamais laisser le pouvoir, même si on ne fait rien avec le pouvoir. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Maintenant, ça c'est pour Patrice Talon. La deuxième question, vous pouvez me la rappeler? Oui, la deuxième question, c'est de savoir pourquoi on ne laisse pas entreprendre. Par exemple, je donne un exemple, lors de la fête de Evala, par exemple, tout le monde, tous les opérateurs, tout, il n'y a personne de libre pour pouvoir rester à Lomé faire ses affaires librement. On doit rallier Kara. Et il n'y a personne, comme je peux prendre comme
une référence qui s'est lancée dans les affaires, disons, dans la minorité ou bien dans la maison mère. Et par exemple, il n'y a pas un opposant à qui on laisse, qui a une compétence qu'on peut lui de gérer, par exemple, la CDAO, on le gère, de gérer sa structure. Il n'y a pas de liberté détachée. Oui, mais oui. Et quand tu dis la vérité, vraiment tu es en danger. Oui, c'est lié à la nature du régime. Et il y a des économistes parmi nous. Entreprendre veut dire créer la richesse, n'est-ce pas? Exactement. Oui, entreprendre veut dire créer la richesse. Si vous entreprenez et que vous créez la richesse, ça veut dire que vous échappez au contrôle des dirigeants. Et ils ne veulent pas une classe moyenne. Parce que l'émergence d'une classe moyenne dans une dictature porte des risques même d'affaiblissement de la dictature. Je donne un exemple. Regardez un peu la Chine. Il arrive de temps en temps qu'en Chine, selon les objectifs du Parti communiste, on tape sur les gens qui se sont enrichis ou on les dépouille carrément de leur richesse. Vous avez vu ce qui est arrivé à Jack Ma et à un certain milliardaire chinois. Certains quittent même la Chine pour s'installer aux États-Unis parce que la création de la classe moyenne va entraîner des exigences. La classe moyenne est exigeante. Vous allez voir qu'au Togo, il n'y a pas d'émergence véritablement de la classe moyenne, parce que c'est la classe moyenne qui consomme. Ce ne sont pas les riches qui consomment, contrairement à ce que les gens pensent. Les riches ne consomment pas. Le riche ne dépense pas trop. Le riche peut acheter une voiture, il peut la garder pendant 10 ans. Il peut acheter une veste. Il investit. Voilà. Il peut acheter une veste, il peut garder la veste pendant 10 ans. Il peut acheter une chaussure. Quand il veut aller acheter une chaussure, il peut aller acheter Weston, ou bien il veut aller acheter une chaussure comme Berluti. C'est très cher, mais il ne va pas acheter chaque saison. Il achète la qualité aussi. Voilà, mais il ne va pas acheter chaque saison. C'est la classe moyenne qui achète les iPhones chaque année. C'est la classe moyenne. Et la classe moyenne, elle est exigeante. Elle veut plus de liberté. Elle veut plus d'opportunités. Et c'est une menace pour les dictatures. L'émergence de la classe moyenne est une menace pour la dictature. Et donc au Togo, c'est normal que le régime n'aime pas que les nationaux entreprennent. Parce que plus les nationaux vont entreprendre, les nationaux seront exigeants parce qu'ils ont la fortune. Ils vont commencer par dire, mais pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? Pourquoi il n'y a pas de l'eau? Pourquoi il n'y a pas d'électricité? Pourquoi on n'est pas ravitaillé? Pourquoi il n'y a pas Internet? Et ça va devenir un problème pour le régime. Donc, conséquence, on tue les entrepreneurs togolais, on favorise les entrepreneurs étrangers. Donc, voilà pourquoi on ne pousse pas véritablement les Togolais. Bon, c'est vrai qu'il y a quelques programmes qu'on met devant pour faire la propagande, mais on ne pousse pas les jeunes à entreprendre au Togo. Parce que quand les jeunes vont entreprendre, ils vont avoir de l'argent, et celui qui a de l'argent est indépendant. Il est indépendant il est indépendant financièrement, il est indépendant sur le plan de la réflexion, il est indépendant ici. Regardez un peu au Togo et regardez le Bénin. Avant, dans les années 90 jusqu'à les années 2000 ou bien 98, regardez le parc automobile au Bénin et comparez le parc automobile au Togo. Jusque dans les années 2000, le Bénin ne s'est pas débarrassé de ces vieilles 404, mais comment vous appelez ça? 105, 205, 405. Ouais, les gens qui ont fait Cotonou, là, les 404. Oui, c'est les 405, là. 504 et tout ça. Voilà. 504, mais on 504. Voilà. 504 qui dit voilà. 504 et Wena. Voilà. Et 505 et dit voilà. Mais aujourd'hui, vous arrivez dans les rues de Cotonou, qu'est-ce que vous voyez? C'est les Porsche Panamera, c'est les Infiniti, c'est les voitures de luxe de dernière génération. Ça veut dire qu'il y a une classe moyenne qui monte et qui consomme. Mais au Togo, si vous amenez une G-Wagon demain, les Nyassimbe vont dire qui conduit ça dans la ville de Lomé? On va t'arrêter en chemin. Vous êtes d'accord avec moi? On va chercher à savoir qui conduit une G-Wagon à Lomé, qui conduit une Maserati à Lomé. Il a eu l'argent où? Demain, vous pouvez être à la maison, on viendra vous braquer. Ou bien on va créer un problème pour venir vous arracher la voiture. Donc du coup, les gens, le régime est devenu un frein à tout. C'est pour ça que quand nous parlons de la gestion du Togo, on ne parle pas seulement que de la politique. Mais ça impacte tous les secteurs de la vie du pays. Le pays est à l'arrêt. Et c'est pour ça qu'on ne parle pas de milliardaires togolais. S'il y en a, c'est les voleurs de la République. Mais en tant qu'homme d'affaires, vous en connaissez?
Est-ce que vous connaissez un Togolais de la taille de Dangote, de Elou Melou, de je ne sais pas qui, Non, il n'y en a pas. Parce que les gens, tant bien même ils ont une petite fortune, ils n'ont pas envie de l'exposer pour avoir des problèmes. Et ça, c'est lié à la nature du régime. Donc, on va vous permettre d'entreprendre un peu, de vendre les cacahuètes et un peu de produits qui ne vous permettront pas de gagner des milliards, mais on ne vous permettra jamais d'avoir beaucoup d'argent. Il n'y a pas de champions nationaux. Ouais. On ne construit pas au Togo des capitaines d'industrie. Alors que nous sommes dans un pays qui a une zone portuaire et qui a un port stratégique. Normalement, si on devait avoir des capitaines d'industrie, c'est au Togo qu'on devait en avoir. Parce qu'on a un port d'entrée qui est important dans la région. Mais on n'a rien de tout ça. On n'a rien de tout ça. Je vous donne un exemple. Le Bénin vient de lancer la production des carreaux avec les terres rares. Et nous partageons le même bassin sédimentaire avec le Bénin, c'est-à-dire le bassin du Mono. Et c'est à partir du bassin du Mono, côté béninois, que les Béninois sont en train d'extraire les terres rares pour produire du carreau. Le carreau pour la consommation locale. Mais nous, au Togo, on continue d'importer les carreaux de la Chine, de la Turquie, de l'Italie, de je ne sais quel pays que vous pouvez citer encore. Mais vous Ferdinand, on a du marbre au Togo, on a du marbre. On n'a même pas d'industrie de marbre. C'est incroyable. Oui, donc ils savent que si on met en valeur ces secteurs stratégiques et on laisse les jeunes entreprendre dans ces domaines-là, il y aura rapidement des millionnaires au Togo. Et une fois que vous avez des millionnaires dans un pays, les gens ont des exigences. Quand on a de l'argent, on a des exigences. Parce que si vous êtes millionnaire, vous allez exiger avoir des hôpitaux dans le pays de référence. Vous allez exiger avoir des voitures. Parce que si tu achètes une voiture Porsche, tu roules ça sur quelle route? Tu achètes une voiture, tu veux rouler sur une route qui est bien faite parce que tu veux profiter de ta voiture. Donc, tu vas commencer par critiquer la gestion du pays. Donc, eux, ils ne veulent pas ça. Donc, ils veulent que tout le monde roule en Santa Fe, les voitures qui abondent à Lomé là, et qui n'intéressent personne en réalité. Par ailleurs, la classe moyenne étant la masse de la population, c'est celle aussi qui, comme vous l'avez dit justement, qui dépense le plus et qui se plaint aussi le plus parce que elle est entre deux eaux, elle a des exigences. Aujourd'hui, s'il y avait une classe moyenne au Togo, ça serait celle-là même qui descendrait massivement dans les rues. Mais il n'y a que des pauvres. Et les pauvres, ils sont satisfaits d'avoir le minimum. C'est pour ça qu'il n'y a pas trop de plaintes. Et la révolution souhaitée va être très difficile à amener. Parce que le pauvre, pour qu'il se révolte, il faut vraiment qu'il soit à la ramasse totale. Il faut du temps. C'est pas encore le cas. Il faut du temps. Et vous voyez par exemple au Ghana, où on a dénombré plus de 350 hôtels de 4 à 5 étoiles et qui sont généralement très sollicités. Les hôteliers au Ghana font quoi? Parce qu'ils savent qu'il y a une classe moyenne qui a de l'argent. Au Ghana, les week-ends, les hôtels font un abattement de 30% sur les prix des chambres. Donc ça permet aux familles, même les familles les plus modestes, les week-ends, d'aller dormir à l'hôtel et de rentrer à la maison dimanche soir. Donc ça, ce sont les initiatives, des initiatives politiques. De la classe moyenne. Vous voyez tous les petits policiers au Ghana, ils ont chacun leur petit véhicule. Ils viennent au boulot, au travail avec leur véhicule. Au Ghana, il suffit de traverser la frontière. Mais vous arrivez au Togo, tout ce qu'un policier peut acheter au Togo, c'est une moto. Il achète même à crédit. C'est grave, c'est grave. Et Karl, tu veux poser ta question, s'il te plaît? Et ensuite, on va avancer. Attends, monsieur Neglin, on va revenir sur il reste encore 2 questions de notre ami. Rappelle-moi la 3e question. La troisième, c'est comment on a dit que l'Allemagne investit des milliards et que pourquoi elle continue pas à le faire tout en sachant que c'est dilapidé. Et quels représentants il y aura en face? Par exemple, est-ce que c'est la société civile ou c'est les opposants, ou bien la population doit constituer une personne lambda comme ça qui est représentative pour pouvoir utiliser cet argent en bon escient? En fait, c'est pour savoir si on peut mieux flécher, les financements en fait.
Oui, je pense que... Ferdinand, tu as répondu à la troisième question pour l'Allemagne. Tu as déjà répondu tout à l'heure. Je pense que la seule chose qu'il faut faire, c'est d'interpeller directement le contribuable allemand à travers peut-être des courriers au Parlement allemand, parce que c'est les contribuables, c'est l'argent du contribuable allemand qu'on donne au Togo. Donc il faut interpeller, parce que généralement les contribuables ne savent pas ce que les dirigeants font avec les sous, hein. Contrairement à ce que les gens pensent. Beaucoup de Français, ils savent à peu près ce que c'est que la politique française dans les autres pays, mais ils savent pas les combines que leurs dirigeants font dans les pays africains, tout ça. C'est quand il y a un scandale qu'ils sont informés. C'est pareil pour les Allemands, tout ça. Et c'est pareil pour les Allemands et tout ça. Donc, moi, je pense que c'est important que la société civile, la diaspora, fasse peut-être des courriers d'interpellation de certains des parlements de ces pays-là, en y adjoignant peut-être des rapports. En y associant les rapports et tout ce qui incrimine la mauvaise gestion de ces financements-là. C'est ce que je pense. Maintenant, sur la question du trading, je pense que il y a beaucoup de gens qui se sont lancés dans cette aventure-là. Et ça, c'est aussi le propre des Togolais. Quand il faut mettre de l'argent et en gagner tout de suite, les gens se précipitent sans voir les risques. Et moi, j'étais convaincu que ce procès n'allait pas donner grand-chose. Parce que tout ce qui faisait le trading était protégé par la gendarmerie. Vous vous rappelez? Tout ce qui faisait le trading était protégé par les forces de l'ordre. Ça veut dire que c'est des gens qui étaient aussi sur d'autres intérêts. Et donc aujourd'hui, quand on voit le procès où on aboutit à je sais pas si c'est un non-lieu, mais à des condamnations légères, voilà, on se rend compte qu'on devait arriver là. Et tout ça doit quand même rappeler aux uns aux autres qu'il faut faire très attention quand il y a des situations de ce genre. On a eu le dossier Redémarre, où les gens ont mis beaucoup d'argent. À la fin, ça a échoué. Et puis aujourd'hui, il y a eu aussi cette histoire de trading. Donc, il faut faire très attention. C'est la sensibilisation qu'il faut et il faut que les gens travaillent. On ne gagne que de l'argent en travaillant. Merci. Ok, Karl, tu as une question rapide parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. On va bientôt vous annoncer une surprise. Donc, est-ce que tu as une petite question? Vas-y. Non, du Trignac, il y a une question. Ok, vas-y, on t'écoute. Tu peux aller. Ok, vas-y. Ok, il faut faire ça. Donc, Benolo, alors, dans mon livre. Après, on a dit live. Bon, il y a nous qui la signe même à mon Togo ton toile, nous avons quelqu'un qui le doit faire comme tolio. Le Togolais landa fait un tolio. Fait qu'un toile à l'eau. Il faut faire dîner à nous les presse mais va TikTok, va YouTube. Avec l'autre journal. Elle va y Facebook, avec l'autre journal, si je ne me trompe pas. Elle va aller TikTok. Fi que Togo toi un to les lignes yo kitimo. Fi ko la bola gbo ya kamebe nyale o la pol fun. Fi ko la bo ya kamebe nu la fun o la pol. Ne mi a conclure nu bli boare. Amen to edina ye bodina ni. Nke nyima bolo. Ne mi anto mi Togo to mi jere. Mi ke me Togo ba no sire ke benele gbenene. Ela no nene. Ghana to décidé, muni Ghana be gouvernement décidé be atro Ghana ore. Ghana tonto we décidé. Bene tonto we décidé be obe jule tro na we. Mi anka mi amelo. O gba da organiser concert lo. Ko de le France soir, o gba da organiser de loi mena mi zande ya. O la 27 avril to. Ke won pa la gba Sambu na mi. E won pa la gba Sambu na mi. Agbeke mo so mi so don mi jo kuto dare sigbe am kuku bene ko dana mi gbigon sile mi jo kuto le Togo ba nyigba je nene mi jo kle mi be yo ma jisi Carl, s'il te plaît bleu am zumba no amu ne ma zuyo le camion le abengan le blon non non voilà jo kle ye bengan le blon tant que le ye o mo le jibe ya no te pe nyo a ekleto yo ni ne nebe le wa jitri no le non no di ko me kwa a me sali yo ni mi na mon popo ma gblonya alo mi ami ngblo na mi zo na mo ba me
Ok, les gars, on va rester correct puis, mais peu importe ce que vous avez à dire, essayons de le dire avec tact, avec un peu de manière. Mais Milo est fort et Nwangbanon Zumbe Nyamo. On peut dire la vérité pour chauffer les Togolais, bien sûr, mais essayons de rester un peu correct. Zumbe Nyangbanon Nwamo, Mile Kuku, surtout Bene Ameganho le mia domede keare, mia jagba mia no sobubu no mingbano et nous quoi ici. Donc à Cal et Nedio, donc il n'y a pas de souci, on va essayer d'évoluer un peu. Peut-être égaler que d'autres questions il a posées, et je dis. Donc monsieur professeur ou Messan que d'autres questions de la poser. Question non bref, c'est un de coucou parce que ok professeur, vas-y. J'aimerais savoir si on a la taxe pollueur-payeur au Togo. Et je fais allusion au drame qui s'est passé au Grand Marché. De quoi tu parles, professeur? Ne vas pas rire. Déjà que chez nous, il n'y a aucune assurance. Par exemple, celui qui a mis cet entrepôt-là, quand vous fouillez, il n'est pas assuré. Vous voyez, les habitations qui étaient à côté de l'entrepôt, quand vous fouillez, ce n'est pas assuré. Et donc, ce sont des gens qui demain ne peuvent même pas être dédommagés par une assurance. Normalement, c'est pour ça que dans un État, c'est le gouvernement qui fixe les normes. Normalement, ce Libanais qui a mis cet entrepôt-là, avant même qu'il ne construise son entrepôt là-bas, on devait exiger qu'il soit assuré. Si demain il y a des dommages à ses voisins, qu'il en soit le responsable. Maintenant, on nous dit que 2 personnes ont été arrêtées. Mais dans 2 semaines, vous allez les voir dans la rue. Ils vont les libérer. Ils ont été arrêtés. On ne nous dit pas l'identité de ces personnes qui ont été arrêtées. On nous dit 2 personnes ont été arrêtées. Est-ce que c'est le promoteur? Est-ce que c'est le propriétaire de l'entrepôt? Mais les dégâts collatéraux qui sont créés dans les quartiers, toutes les maisons avoisinantes qui ont brûlé, qui prend la responsabilité de réparer tous ces dégâts-là? Donc, c'est ça notre pays. Monsieur Ferdinand, même avant le drame, une industrie qui s'implante dans un pays ou dans une zone, elle pollue de facto cette zone. Ah, mais c'est clair. Par les différentes émissions, tout ça. C'est pour ça que je parlais de cette taxe pollueur et payeur qui peut permettre aussi d'injecter de l'argent dans nos systèmes de santé, de construire des hôpitaux, d'aider les populations qui sont directement impactées ou indirectement impactées par ces genres de pollution, parce que ça pollue la nature des industries, ça pollue l'environnement, l'air que les gens respirent est pollué. Mais comment ces gens seront dédommagés ou seront aidés au niveau médical? Mais je vous fais comprendre 2 choses qui se passent au Togo, sur lesquelles j'ai fait des reportages, mais qui n'ont pas fait bouger les lignes. Regardez un peu la zone portuaire. Vous voyez le TP3? À côté du TP3, il y a un dépôt de ciment en vrac. Quand j'étais encore au pays, je suis allé là-bas, un dépôt de ciment en vrac. Vous imaginez comment le ciment est volatile? La poudre de ciment, comment c'est volatile? Donc, le dépôt de ciment qui était là-bas était en vrac, c'était Simfaso. Je pense que c'est les gens qui sont aujourd'hui les gens que j'ai dénoncés récemment. C'était Simfaso. Donc, ils prenaient le ciment en vrac, ils allaient au Burkina Faso. Toute la zone de Adakpamela, là où il y a le chef Togbi Dagban, tout ça là, toute cette zone-là, il y avait des dépôts de ciment partout. Sur les véhicules, dans les maisons, dans les puits. Et vous savez que le ciment contient des métaux très lourds. Donc, toute cette zone est totalement polluée. Et donc, vous ne serez pas surpris que demain, qu'on découvre que beaucoup de gens dans cette zone ont des problèmes des yeux, ont du cancer, ont des maladies telles. J'ai fait un reportage là-dessus. Ça n'a pas fait bouger les lignes. À Kpémé, toute la zone de Kpémé, jusqu'à Gounoukope, tout ça, et à Bodrafo, tout ça, c'est une zone normalement qui est dangereuse en termes d'habitation. Parce que le traitement du phosphate, vous avez l'usine de phosphate qui est à Kpémé, il y a une cheminée. Il y a une cheminée qui fait sortir les débris de phosphate. Normalement, il y a un filtre qu'on doit mettre sur la cheminée pour bloquer les débris. Mais depuis 20 ans ou 30 ans, la SNPT n'a pas changé de filtre. La filtre est ce matériel, je ne sais même plus de quoi. Ce matériel est défaillant.
Elle est bouchée, je pense. Elle est bouchée. Elle est bouchée, elle est endommagée. Et ils ne l'ont pas remplacée. Et toute la zone là est arrosée de débris de phosphate. Et sachant que les débris de phosphate dans cette zone-là, ça jaunit les dents des enfants, ça crée des problèmes ça crée des problèmes pour les yeux et ça intoxique la population. Moi-même, je suis resté toute une journée là-bas, à Pémé, jusqu'à Gounoukope. Il y a aussi le village qui est à côté du lac là. Toute la zone-là est arrosée de débris de phosphate. Et dans les débris de phosphate, il y a des métaux lourds. Les rapports sont là. Mais ça ne dit rien à personne. Et les Togolais ne se préoccupent pas de ça. Les Togolais ne se préoccupent pas de ça. Donc, c'est une zone qui est polluée, où les gens, certainement, ont une durée de vie peut-être assez courte. Mais ça ne dit rien à personne. Donc, Amila Nani Bola va mêler la WC. Amila Nani Bola a doublé le problème, mais la crise. Environnement, donc, les gens sont là-dedans. Et normalement, c'est sur des questions comme ça que nous devons être mobilisés. Mais bon. C'est ce qu'ils appellent les externalités négatives des usines de production comme ça. C'est-à-dire tout ce qui produit des gaz, des liquides, de pollution. C'est ça qu'on appelle l'externalité négative. Et normalement, ça devrait être contrôlé, surveillé de près. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais bon, on va avancer. Comme on vous l'annonçait au début, nous allons avoir une petite surprise pour vous aujourd'hui. Donc, on va commencer, ça va commencer à 13h. Donc, Zaga, si tu